C'était un mardi pluvieux à Paris, quand le destin décida de changer à jamais la vie de deux femmes qui ne pourraient être plus différentes. Amélie Dubois, 17 ans, travaillait dans le petit garage mécanique de son père à Belleville, les mains tachées de graisse et l'uniforme usé par des années de travail. Ce jour-là, quand la Mercedes noire d'Isabelle Moreau tomba en panne devant le garage, l'adolescente n'hésita pas à aider gratuitement l'élégante femme en robe noire qui semblait perdue. Isabelle était l'héritière de l'un des plus grands empires entrepreneuriaux de France, habituée à ce que tout se résolve avec de l'argent. Mais ce qu'elle découvrit dans ce petit garage changerait sa perception du monde à jamais. Car parfois, un geste de bonté peut déclencher une chaîne d'événements qui transforme des vies, fait tomber les barrières sociales et prouve que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en qualité du cœur humain. Ce qui se passa après cette réparation gratuite, personne n'aurait pu l'imaginer. Amélie Dubois se réveilla comme tous les jours à 6 heures du matin dans le petit appartement qu'elle partageait avec son père, Pierre Dubois, au-dessus du garage familial. À 17 ans, elle avait hérité non seulement du talent mécanique de son père, mais aussi de son éthique de travail inébranlable et de son cœur généreux. Le garage Dubois en fil était situé dans une rue étroite de Belleville, entourée d'immeubles ouvriers et de petits commerces familiaux. Pierre avait ouvert l'affaire 20 ans plus tôt, après avoir travaillé pendant des décennies dans les usines automobiles. Son rêve était simple, avoir son propre lieu où il pourrait réparer des voitures et enseigner à sa fille tout ce qu'il savait sur les moteurs. La mère d'Amélie était morte quand elle n'avait que 5 ans, victime d'une maladie qu'il n'avait pas pu soigner convenablement. Depuis, père et fille avaient affronté la vie ensemble, construisant une relation basée sur le respect mutuel et le travail acharné. Pierre ne s'était jamais remarié, consacrant toute son énergie à élever Amélie et maintenir à flot la petite entreprise. Amélie était une fille extraordinaire qui avait appris à démonter un moteur avant d'apprendre l'algèbre. Ses mains, bien que petites et délicates, avaient une précision surprenante avec les outils. Les clients du quartier l'adoraient pour son sourire sincère et sa disposition à expliquer chaque réparation avec une patience infinie. Ce mardi matin, en organisant les outils de la journée, Amélie repassait mentalement ses projets. Elle devait terminer le lycée en cours du soir, travailler au garage pendant la journée et étudier pour les examens finaux dans ses moments libres. Son rêve était d'étudier l'ingénierie mécanique, mais elle savait que les possibilités économiques de sa famille rendaient cet objectif presque impossible. À 30 kilomètres de là, dans le quartier exclusif de Neuilly-sur-Seine, Isabelle Moreau se réveillait dans son hôtel particulier de 1000 mètres carrés. À 28 ans, elle était l'héritière unique de l'empire Moreau Holdings, un conglomérat entrepreneurial qui s'étendait de l'immobilier à la technologie, avec une valeur estimée à plus de 2 milliards d'euros. Isabelle avait hérité de l'entreprise après la mort de ses parents dans un accident d'avion 3 ans plus tôt. Depuis, elle dirigeait l'empire d'une main ferme mais froide, entourée d'exécutifs et de conseillers qui la respectaient pour son intelligence, mais la craignaient pour son détachement émotionnel. Sa journée commençait toujours par des réunions du conseil d'administration, des révisions de budgets multimillionnaires et des décisions qui affectaient des milliers d'employés. Elle vivait dans une bulle de luxe et de pouvoir, où chaque problème se résolvait avec de l'argent et chaque relation humaine était médiatisée par des intérêts commerciaux. Ce matin-là, elle avait une réunion cruciale avec des investisseurs japonais qui pourraient résulter en une expansion internationale de 500 millions d'euros. Elle s'habilla avec son élégance habituelle, tailleur noir de créateur, chaussures italiennes, bijoux discrets, mais chers. Tout dans son apparence communiquait pouvoir et succès. Elle monta dans sa Mercedes noire, dernier modèle, et se dirigea vers le centre de Paris. Le chauffeur habituel était malade, alors elle décida de conduire elle-même, chose qu'elle faisait rarement. La circulation de la ville la rendait nerveuse, habituée qu'elle était à être transportée pendant qu'elle révisait des documents sur la banquette arrière. En naviguant dans les rues encombrées,
Isabelle n'imaginait pas qu'une panne mécanique était sur le point de l'introduire dans un monde complètement différent du sien. Un monde où l'argent ne résolvait pas tout, où la générosité existait sans attendre de retour, et où une adolescente aux mains tachées de graisse lui enseignerait des leçons sur la vie qu'aucun MBA n'avait incluses dans son éducation. Le destin avait déjà mis en marche les événements qui changeraient à jamais les vies des deux femmes. Il ne restait plus qu'au moteur de la Mercedes de décider d'arrêter de fonctionner au moment et à l'endroit exact où la magie pouvait se produire. Le moteur de la Mercedes d'Isabelle commença à faire des bruits étranges juste quand elle passait devant le garage Dubois & Fil. Au début, elle essaya de l'ignorer, mais la fumée qui commença à sortir du capot l'obligea à s'arrêter sur le trottoir, exactement devant la porte du petit commerce. Isabelle descendit de la voiture avec une expression de frustration évidente. Sa réunion la plus importante de l'année était programmée dans 2 heures, et maintenant elle se trouvait échouée dans un quartier qu'elle n'avait jamais visité, avec une voiture en panne et sans son chauffeur habituel. Elle essaya d'appeler son assistante, mais le signal du téléphone était faible. Amélie était en train d'organiser des pièces détachées quand elle vit l'élégante femme debout près de la Mercedes fumante. Elle remarqua immédiatement le contraste. Les vêtements chers, les chaussures de créateur, la posture qui dénotait l'autorité. C'était manifestement quelqu'un d'un monde complètement différent du sien. Sans hésiter une seconde, Amélie sortit du garage en s'essuyant les mains sur l'uniforme. Son instinct naturel était d'aider toute personne en difficulté, peu importe qui elle était ou d'où elle venait. Elle s'approcha d'Isabelle avec un sourire authentique et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Isabelle la regarda avec une certaine surprise. Elle était habituée à traiter avec des professionnels en costume cher, pas avec des adolescentes en uniforme de travail. Mais la sincérité dans les yeux d'Amélie la rassura instantanément. Amélie demanda la permission de vérifier le moteur. Isabelle accepta, bien qu'avec quelques appréhensions. Pendant que la jeune fille soulevait le capot et commençait son diagnostic, Isabelle observait fascinée comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait se déplacer avec tant de confiance parmi les parties complexes du moteur. Le diagnostic d'Amélie fut rapide et précis. Un tuyau du système de refroidissement s'était cassé, causant une surchauffe. C'était une réparation relativement simple, mais qui nécessitait une pièce spécifique. Amélie vérifia son inventaire et trouva un tuyau compatible. Pendant les 40 minutes suivantes, Isabelle observa quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Amélie travaillait avec une concentration absolue, lui expliquant chaque étape du processus avec patience et clarté. Il n'y avait pas de hâte, pas d'impatience, seulement le soin authentique de faire le travail correctement. Ce qui impressionna le plus Isabelle fut l'attitude d'Amélie. Elle ne montra aucune intimidation face à ses vêtements chers ou son air d'autorité. Elle la traita comme n'importe quel autre client, avec respect, professionnalisme et chaleur humaine. C'était un traitement qu'Isabelle expérimentait rarement. Généralement, les gens réagissaient à sa richesse avec servilité ou envie. Quand Amélie termina la réparation, Isabelle demanda combien elle lui devait. La réponse la laissa sans voix. Amélie lui dit qu'elle ne lui chargeait rien, que c'était juste une aide de voisin. Isabelle insista pour payer, mais Amélie resta ferme. Son père lui avait enseigné qu'aider quelqu'un en difficulté n'avait pas de prix. Isabelle ne savait pas comment réagir. Dans son monde, tout avait un coût, tout se négociait, tout se payait. L'idée de recevoir de l'aide gratuite d'une inconnue lui était complètement étrangère. Elle essaya d'insister avec le paiement, mais Amélie s'était déjà éloignée pour laver ses outils. Avant de partir, Isabelle demanda le nom d'Amélie et lui demanda une carte du garage. Amélie lui donna une carte simple, imprimée sur papier bon marché, avec les informations de base de l'entreprise. Isabelle la rangea soigneusement dans son portefeuille, à côté des cartes dorées d'entrepreneurs millionnaires. En s'éloignant dans la Mercedes maintenant réparée, Isabelle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait vécu. Une adolescente qui ne la connaissait pas avait consacré presque 1 heure de son temps, avait utilisé ses connaissances et ses matériaux, et avait refusé toute compensation économique.
C'était un niveau de générosité qui défiait tout ce qu'elle croyait savoir sur la nature humaine. Amélie, de son côté, retourna au garage en se sentant bien d'avoir aidé quelqu'un. Elle ne pensa plus à l'incident. Pour elle, c'était juste un autre exemple de l'éducation que son père lui avait donnée sur l'aide au prochain. Aucune des deux n'imaginait que cette rencontre fortuite serait le premier maillon d'une chaîne d'événements qui transformerait leur vie de manières inimaginables. L'acte de bonté d'Amélie avait planté une graine dans le cœur d'Isabelle, qui commencerait bientôt à germer, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la valeur, la richesse et le véritable sens du succès. Pendant les jours suivants, Isabelle ne pouvait pas sauter de la tête la rencontre avec Amélie. La réunion avec les investisseurs japonais avait été un succès retentissant, mais au lieu de ressentir la satisfaction habituelle, elle se trouvait à penser constamment à l'adolescente du garage qui avait refusé son argent. Isabelle décida d'enquêter sur le garage Dubois & Fil. C'était une petite entreprise familiale, avec une excellente réputation dans le quartier, mais des marges minimales. Les clients le décrivaient comme un lieu de traitement honnête et de prix juste. Intriguée, elle retourna au garage avec l'excuse d'un entretien préventif. Elle observa la dynamique pendant plus d'1 heure. C'était complètement différent de toute entreprise qu'elle connaissait. Il n'y avait pas de pression de vente, ni de tentative de facturer des services inutiles. Père et fille travaillaient en priorisant la satisfaction du client sur les profits maximaux. Ce qui l'impacte le plus fut de voir Amélie dire à une dame âgée qu'elle pouvait payer la réparation quand elle le pourrait, que l'important était qu'elle ait sa voiture qui fonctionne. Cette nuit-là, Isabelle ne put dormir. Elle avait construit un empire en maximisant les bénéfices et en réduisant les coûts. L'idée d'une entreprise avec des principes si différents la fascinait et l'inquiétait à la fois. Le lendemain, elle visita ses propres entreprises sans s'annoncer. Ce qu'elle vit l'horrifia. Employée dans des conditions à peine acceptables, salaires minimaux, pression constante sans considérer le bien-être humain. Elle avait construit sa fortune sur l'efficacité impitoyable. Elle convoqua une réunion d'urgence et annonça des changements radicaux dans les politiques du travail. Les exécutifs réagirent avec alarme, mais Isabelle maintint sa position. Elle avait vu un modèle différent qui considérait l'humain comme plus qu'un coût opérationnel. Isabelle avait appris quelque chose de fondamental dans ce petit garage. Le vrai succès ne se mesurait pas seulement économiquement. Il existait une façon de faire des affaires qui priorisait la dignité humaine sans sacrifier la rentabilité. La graine de générosité qu'Amélie avait plantée germait en quelque chose de beaucoup plus grand. 3 semaines après la première rencontre, Isabelle avait pris une décision secrète. Elle avait observé discrètement le garage Dubois & Fil, enquêté sur la situation économique de la famille et conçu un plan qui respecterait leur dignité tout en transformant leur vie. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Isabelle découvrit qu'Amélie avait refusé une bourse partielle pour étudier l'ingénierie mécanique parce qu'elle ne pouvait pas financer les frais supplémentaires. Elle apprit aussi que Pierre avait reporté une chirurgie du dos parce qu'il ne pouvait pas se permettre de fermer le garage pendant la récupération. Au lieu d'offrir de la charité directe qu'elle savait serait refusée, Isabelle créa quelque chose de plus élégant. Une filiale spécialisée dans les services mécaniques haut de gamme pour la flotte d'entreprises de Morrow Holdings. Elle se présenta au garage, accompagnée de son directeur des opérations, révélant sa véritable identité et une proposition extraordinaire. Un contrat de 5 ans pour 2 millions d'euros annuels, qui incluait l'expansion du garage, une formation spécialisée, des équipements de dernière technologie et une bourse complète pour qu'Amélie étudie l'ingénierie. Pierre et Amélie écoutèrent avec incrédulité. C'était 10 fois plus d'argent qu'ils n'avaient gagné dans toute leur vie. Mais ils étaient des gens prudents. Ils demandèrent pourquoi une si grande entreprise voudrait engager un petit garage. Isabelle fut honnête. Elle leur raconta comment la rencontre avec Amélie avait changé sa perspective sur les affaires et la vie. Elle avait vu dans leur garage
quelque chose de perdu dans le monde corporatif. Intégrité, qualité authentique et traitement humain authentique. Après consultation, ils acceptèrent la proposition. Les mois suivants furent un tourbillon de changements. Le garage s'agrandit, on installa des équipements de dernière génération, Pierre embaucha des mécaniciens supplémentaires et Amélie commença l'université tout en travaillant l'après-midi. Isabelle visitait régulièrement, non pas comme superviseur, mais comme cliente authentique et graduellement comme amie. Elle avait trouvé dans cette famille des relations humaines authentiques, basées sur le respect mutuel. L'expérience fonctionnait mieux qu'imaginé. Pierre put se faire opérer, Amélie s'épanouissait académiquement, et Isabelle avait trouvé un but plus profond, démontrant que succès financier et responsabilité sociale pouvaient coexister. 2 ans après la première rencontre, la relation entre Isabelle et la famille Dubois avait évolué de manière inattendue. Ce qui avait commencé comme une association commerciale s'était transformé en lien profond qui transcendait les différences sociales. Amélie était devenue l'une des étudiantes les plus remarquables de son université. Sa combinaison de connaissances théoriques et d'expériences pratiques la distinguait clairement de ses camarades. Les professeurs utilisaient son travail comme exemple d'application réelle de concepts académiques. Isabelle avait développé une routine hebdomadaire de visites au garage qui était devenue indispensable à son bien-être émotionnel. Dans cet environnement authentique, elle pouvait être simplement Isabelle, pas l'héritière multimillionnaire aux responsabilités écrasantes. La relation entre Isabelle et Amélie avait évolué vers une amitié authentique qui ignorait les différences d'âge, de classe sociale et d'expérience. Elles étaient devenues confidentes, partageant préoccupations, rêves et perspectives sur l'avenir. Un après-midi, en révisant les plans d'expansion, Amélie observa comment Isabelle avait humanisé l'environnement de travail dans toutes les entreprises Moreau. Les employés parlaient d'amélioration tangible des conditions de travail, de salaires plus justes et de traitements plus respectueux. Pierre avait vécu une transformation extraordinaire. L'amélioration économique lui avait permis de résoudre ses problèmes de santé et de redécouvrir des aspects de lui-même enterrés pendant des années de lutte financière. Il avait commencé des cours du soir d'administration, rêvant d'agrandir l'entreprise au-delà de l'imaginer. Isabelle avait commencé à passer les dimanches avec la famille Dubois, partageant des repas faits maison qui contrastaient avec les dîners formels de sa vie sociale habituelle. C'était à cette table modeste qu'elle avait appris la valeur des conversations authentiques et de la compagnie humaine genuine. Un après-midi, Amélie demanda directement pourquoi Isabelle avait transformé sa vie si radicalement après les avoir rencontrés. Isabelle réfléchit profondément. Elle expliqua qu'elle avait grandi où les relations étaient médiatisées par l'argent, où la générosité avait toujours des motifs ultérieurs. La rencontre avec Amélie avait été la première fois qu'elle expérimentait la bonté véritablement désintéressée. Cette expérience avait réveillé sa capacité de construire des relations basées sur des valeurs partagées plutôt que sur des bénéfices mutuels. Isabelle proposa qu'Amélie se joigne formellement à Moreau Holdings après sa graduation, non pas comme employée, mais comme associée junior dans une nouvelle division axée sur la responsabilité sociale d'entreprise. C'était la formalisation d'une association qui avait commencé avec une réparation gratuite et avait évolué vers une vision partagée de comment les affaires pouvaient être une force positive. 5 ans après ce mardi pluvieux, qui changea leur vie, Amélie Dubois-Moreau obtenait son diplôme summa cum laude de l'école polytechnique. Sa thèse sur gestion humanisée dans l'industrie automobile avait été sélectionnée pour publication internationale, combinant innovation technique et responsabilité sociale d'une manière qui impressionna les académiques de toute l'Europe. À la cérémonie de remise des diplômes, Isabelle observait du premier rang avec la fierté d'une grande sœur. Pierre, vêtu du plus beau costume de sa vie, ne pouvait contenir ses larmes en voyant sa fille recevoir des reconnaissances qu'il n'avait jamais osé rêver possibles. Le garage Dubois en fille s'était transformé en Dubois-Moreau Solutions Automobiles.
Une entreprise prospère avec 60 employés, 3 emplacements à Paris et des contrats avec les principales corporations françaises. Mais plus important que la croissance économique était le modèle d'affaires qu'ils avaient développé. Rentabilité avec but social. L'entreprise était devenue un cas d'étude dans les écoles de commerce pour son approche innovante des relations de travail. Salaire juste, horaires humains, participation aux bénéfices et un environnement de travail qui priorisait le développement personnel avaient résulté en la main-d'œuvre la plus productive et loyale du secteur. Amélie avait rejeté des offres tentantes de multinationales automobiles pour rester avec l'entreprise familiale. Sa vision était claire, démontrer que les affaires pouvaient être financièrement réussies tout en créant une valeur sociale authentique. Isabelle, de son côté, avait complètement révolutionné Morrow Holdings. L'entreprise avait adopté le modèle de capitalisme conscient qu'elle avait appris dans le petit garage de Belleville. Les résultats avaient été extraordinaires, plus grande rentabilité, meilleure réputation corporative et une satisfaction au travail qui avait fait de Morrow Holdings l'une des entreprises les plus désirées pour travailler en France. L'amitié entre Isabelle et Amélie s'était approfondie jusqu'à devenir une fraternité choisie. Isabelle avait trouvé en Amélie la sœur qu'elle n'avait jamais eue, tandis qu'Amélie avait gagné une mentor et amie qui l'inspirait à atteindre ses rêves les plus ambitieux. Pierre, maintenant directeur des opérations de Dubois-Morot Automotive, avait fleuri de manière qui dépassait ses attentes les plus optimistes. Son expérience pratique combinée à l'éducation formelle avait créé un leader exceptionnel qui inspirait tant les techniciens que les exécutifs. L'histoire de leur transformation avait transcendé le monde entrepreneurial. Ils avaient été invités à des conférences internationales pour partager leur modèle d'affaires inclusif. Des documentaires sur leur histoire avaient inspiré d'autres entrepreneurs à considérer des approches plus humanisées dans leurs entreprises. Mais l'impact le plus profond se mesurait en vies individuelles transformées. Les employés de Dubois-Morot Automotive provenaient principalement de quartiers ouvriers, et beaucoup avaient utilisé les opportunités de formation et développement pour améliorer significativement leurs circonstances familiales. Isabelle avait établi un fonds de bourse qui aidait les enfants d'employés à accéder à l'éducation universitaire. C'était sa façon de multiplier l'impact de l'acte de générosité qu'Amélie avait montré des années plus tôt. Un après-midi, en révisant les plans quinquennaux de l'entreprise, Amélie partagea avec Isabelle une réflexion qui résumait parfaitement leur voyage commun. Elle lui dit qu'elle avait appris que la vraie richesse ne s'accumule pas, mais se multiplie quand elle est partagée avec but et authenticité. Isabelle répondit qu'Amélie et son père lui avaient enseigné la leçon la plus précieuse de sa vie, que le succès sans signification est vide, mais que la signification sans capacité d'action est frustration. La combinaison de ressources avec but était ce qui créait une transformation réelle. Cette conversation les mena à prendre une décision qui définirait la phase suivante de leur vie. Elles décidèrent de créer la Fondation Dubois-Morot, dédiée à identifier et soutenir de petites entreprises familiales avec potentiel de croissance, fournissant non seulement du capital, mais aussi du mentorat et l'accès au marché. La Fondation opérerait avec le même principe qui avait guidé leur propre association. Créer des opportunités authentiques qui respectent la dignité des bénéficiaires tout en générant une valeur durable pour tous les impliqués. À la cérémonie de lancement de la Fondation, Amélie parla du pouvoir transformateur des actes de bonté. Elle expliqua comment un geste simple et désintéressé peut initier des chaînes d'événements qui changent des vies, des communautés et même des modèles économiques. Isabelle, dans son discours, réfléchit sur comment elle avait découvert que la vraie innovation entrepreneuriale ne consistait pas à développer de nouvelles technologies, mais à redécouvrir des valeurs humaines fondamentales et les appliquer dans des contextes modernes. Pierre, invité comme orateur d'honneur, partagea la perspective du travailleur qui avait vu sa vie et celle de sa famille se transformer. Son message fut simple mais puissant. Quand les gens se traitent avec dignité et respect authentique, il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent accomplir ensemble.
Cette nuit-là, les 3 personnes dont les vies s'étaient entrelacées si profondément célébrèrent non seulement leurs succès individuels, mais le modèle de collaboration qu'elles avaient créé. Elles avaient démontré que les barrières sociales et économiques peuvent se dissoudre quand les relations se basent sur des valeurs partagées plutôt que sur des circonstances externes. L'histoire qui avait commencé avec une réparation gratuite dans un garage modeste était devenue un héritage de transformation qui continuerait d'impacter des vies pendant des générations. Elles avaient appris que la vraie richesse se mesure dans la capacité de créer des opportunités pour d'autres, et que le succès le plus durable est celui qui se construit sur des fondements de générosité, intégrité et but partagé. Le cercle initié par le cœur généreux d'une adolescente avait grandi pour englober des centaines de vies, démontrant que les actes de bonté, si petits qu'ils puissent paraître, ont le pouvoir de transformer le monde, quand ils trouvent des cœurs disposés à multiplier leur impact. Mettez un like si vous croyez que la bonté peut transformer des vies. Commentez quel moment de l'histoire vous a le plus inspiré. Partagez pour inspirer ceux qui croient au pouvoir d'aider sans rien attendre en retour. Abonnez-vous pour plus d'histoires de transformation et de seconde chance. Parfois, un petit geste de bonté peut changer le monde. Parfois, les différences sociales disparaissent quand les cœurs se connectent. Et parfois, les plus belles familles se construisent avec l'amour choisi, pas avec le sang partagé. Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous pouvez donner.